je vais accueillir Axel Pocheron, qui va vous parler de la RGPD, le règlement général sur la protection des données. Vous avez vu que dans le groupe de travail impayé, on parle beaucoup des informations sur le résident et la façon dont on va pouvoir même peut-être le retrouver demain pour faire valoir une récupération sur des impayés. Eh bien, ces informations qu'on conserve sur les résidents, elles sont soumises à des règles. Et donc, Axel Kumba, merci de nous avoir... Alors, bonjour. Bonjour, Axel Pocheron, Kumba Ndour. Donc on va aller très très vite, hein, on va vous faire une petite présentation très très synthétique. L'idée principale en fait c'est que vous puissiez donc nous identifier toutes les deux et savoir à qui vous devez vous adresser en matière de protection de données personnelles. On va ensuite vous rappeler rapidement le cadre, en fait les définitions, le cadre légal. Et vous rappeler les principaux points pour lesquels vous devez vraiment avoir le réflexe de vous adresser au service de la protection des données. Voilà. Donc ça va être très rapide. On n'aura peut-être pas, je ne pense pas qu'on ait le temps de répondre à vos questions. Par contre, si à l'issue de la journée, vous avez des informations complémentaires que vous souhaitez nous soumettre, nous demander, à ce moment-là, vous pouvez nous joindre, soit nous appeler, ou soit nous joindre sur l'adresse du DPD, dpd@coalia.com. Voilà. Je vais d'abord... Vous m'entendez ? Donc, je vais commencer par des éléments de définition, notamment ce qu'on appelle une donnée à caractère personnel, qui est toute information qui permet d'identifier une personne, directement ou indirectement. Également, ce qu'on appelle données sensibles, c'est toutes les informations relatives à la santé, à l'origine ethnique d'une personne, à l'opinion politique, l'appartenance syndicale ou religieuse, également son orientation sexuelle. Ça, c'est des données sensibles. Et à travers personnes concernées, il faut comprendre toutes les personnes dont les données sont collectées et traitées. Les salariés, par exemple, les usagers et les résidents. Et il faut savoir que la loi sur la protection des données personnelles s'applique à tout type de fichier, que ce soit informatique ou papier. Et pour le cadre légal, c'est la loi informatique et liberté qui a d'abord posé les grands principes en matière de protection des données personnelles, notamment en imposant l'obligation de garantir la sécurité et la confidentialité des données, l'obligation de définir une durée de conservation des données et également les droits reconnus aux personnes concernées. Et elle a également institué la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est l'autorité de contrôle. Cette législation est aujourd'hui renforcée avec le RGPD, qui a uniformisé les règles au sein de l'Union européenne, qui a renforcé ou créé de nouveaux droits au profit des personnes concernées, et qui responsabilise aujourd'hui les entreprises qui doivent faire l'autocontrôle de leur politique en matière de protection des données et qui augmente aujourd'hui les pouvoirs de contrôle de la CNIL, notamment en matière de sanctions. Alors le zoom, on va faire un zoom sur les droits des usagers. Alors les usagers en fait ont un droit à l'information. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent être informés de toute collecte de données les concernant et ils vont devoir également donner leur consentement dans certains cas. Donc en fait, on a prévu une petite affiche qui vous sera transmise ensuite dans un second temps par Séverine. Et en fait, cette affiche doit être mise dans tout ce qui est HSA. Pour qu'on puisse être en conformité par rapport aux normes imposées par la loi informatique et liberté et par le RGPD. Donc en fait c'est une petite affiche voilà, que vous aurez transmise un petit peu plus tard. Ensuite on a donc un droit d'accès et de rectification qui peut être demandé par les résidents.
On insiste sur ce droit d'accès parce que, en fait, on a un délai d'1 mois pour répondre à toute demande de droit d'accès d'un résident. Il faut savoir en fait qu'il ne s'agit pas uniquement du dossier papier, il s'agit également de toutes les données qui sont collectées au niveau informatique. Donc c'est un travail qui peut être, surtout au début, assez colossal. Et on vous demande en fait vraiment, en cas de demande de droit d'accès par un usager, donc pour l'instant nous on n'a jamais été informés de quoi que ce soit, donc je pense que vous n'avez pas encore eu de demande de droit d'accès. Mais si jamais une demande de droit d'accès d'un usager devait être faite, il faut absolument que vous nous en informiez pour qu'on puisse accuser réception de la demande et s'assurer que la demande qu'on réponde bien à la demande dans un délai d'1 mois. Vous avez une procédure en fait qui est disponible sur le portail pour vous récapituler un petit peu tout ça. Et vous avez donc l'adresse dpd@coalia.org qui est l'adresse à laquelle vous devez nous contacter en cas de demande de droit d'accès. Ensuite, on a la zone commentaire. Donc, j'ai vu qu'on parlait de la zone commentaire pour les impayés. La zone commentaire, c'est une zone en fait qui contient des données à caractère personnel et qui peut, si jamais par exemple un résident demande à avoir accès à ces données personnelles, la zone commentaire fait partie des éléments qui doivent lui être communiqués. Donc attention à la façon dont est rédigée cette zone commentaire. On va vous donner quelques petites règles à respecter et il y aura également une fiche qui vous sera transmise pour vous donner quelques conseils. Peut-être que dans le cadre de vos activités, vous aurez aussi des retours à nous faire. N'hésitez pas si... en regardant la fiche, vous voulez nous apporter quelques précisions. Alors, la règle numéro 1, que je n'ai pas eu le temps de vous lire, c'est avoir à l'esprit que la personne concernée peut exercer son droit d'accès et lire ses commentaires, donc très important. La règle numéro 2, c'est de rédiger des commentaires purement objectifs, jamais excessifs ou insultants. La règle numéro 3, c'est de ne pas inscrire d'informations se rapportant à des données sensibles, c'est-à-dire des données relatives à la santé, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, des données qui concernent des infractions, des condamnations. Donc parfois ce n'est pas toujours évident. Dans la petite fiche, on vous a donné quelques petites façons pour détourner des rédactions qui pourraient comporter des pathologies ou voilà. Et la règle numéro 4, c'est de respecter la confidentialité des zones commentaires, donc un droit d'accès limité aux seuls salariés qui ont besoin de connaître ces commentaires dans le cadre de leur fonction. Donc pareil, vous allez avoir une fiche pratique qui va vous être transmise, mais qui est également disponible sur le portail. Donc, nous vous demandons d'avoir le réflexe de nous contacter à chaque fois que vous recevrez un contrôle de la CNIL, qui ne prévient pas quand elle arrive des fois, une demande de droit d'accès ou de rectification d'un résident sur ses données personnelles. Quand vous mettez en place un système de vidéosurveillance, il faut savoir qu'il y a une procédure à suivre, notamment s'il y a des demandes d'autorisation à faire, et une constatation de violation de sécurité ou de confidentialité, parce qu'il y a également une procédure qui peut aller jusqu'au niveau de la CNIL s'il y a des violations graves. Et en bas, vous avez nos coordonnées téléphoniques et mail pour pouvoir nous contacter pour toute question relative à la protection des données. Je reviens juste sur le contrôle de la CNIL. En fait, la CNIL peut faire un contrôle au siège, mais peut également faire un contrôle sur une de vos résidences. Ils ne sont pas obligés de nous prévenir. Ils peuvent débarquer. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous ayez à l'esprit, alors évidemment vous n'allez pas connaître la procédure par cœur, mais il est vraiment important que vous sachiez qu'une procédure en cas de contrôle de la CNIL existe. Si jamais des personnes de la CNIL se présentent sur votre résidence, il faut vraiment que les personnes aient le réflexe
de consulter la procédure. Et je pense que c'est important que ça redescende un petit peu au niveau de l'ensemble des résidences. Pareil pour tout ce qui est vidéosurveillance. Si vous avez des demandes de droit d'accès, n'hésitez pas à nous contacter. Normalement, il faut quand même savoir que la vidéosurveillance, les personnes peuvent demander à avoir accès aux images uniquement les concernant. Donc normalement, on est censé flouter l'image des tiers. Alors, pour l'instant, on n'est pas forcément équipé pour ça, mais surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une demande de droit d'accès concernant la vidéosurveillance. Et enfin, on a, juste pour vous rappeler en fait que sur le portail, vous avez donc sur l'espace collaboratif, vous avez un guide interne qui fait une synthèse de l'ensemble des procédures et des fiches pratiques qui sont produites au fur et à mesure. Donc on l'enrichit régulièrement. Voilà. Merci Axel Maxi-Kouba. Peut-être rester sur scène 5 minutes si on a une question ou deux dans la salle. Hélas, on a perdu un micro ce matin, alors c'est un petit peu compliqué. Juste pour vous dire que ces questions de réglementation de la donnée, elles prennent de plus en plus de place. Jusque-là, on avait un peu l'impression parfois que c'était anodin. Je peux vous dire qu'il y a un gestionnaire qui fait exactement le même travail que nous, qui a été contrôlé il n'y a pas longtemps et qui a pris 50 000 € d'amende. Et qu'actuellement, il y a le SAMU social à Paris qui est contrôlé. Et Axel dit 50 000, c'est rien. Donc voilà. C'est encore une suggestion par rapport à la fiche d'information destinée aux résidents, que ce soit de la résidence sociale ou bien de l'hébergement social. Je propose que ce document-là soit annexé au contrat de résidence, signé par le résident. C'est parce qu'on sait bien que l'affichage de la résidence sociale n'est pas regardé par la majorité des résidents. Alors, si on table sur des statistiques, il y a à peu près 10% qui regardent l'affichage. Alors en fait, concernant le contrat, alors donc doit normalement, alors je pense qu'on n'a pas encore les mentions du RGPD qui sont intégrées dans les contrats, mais en fait tout ce qui est indiqué, la plupart des informations qui sont indiquées sur l'affichage sont également sur le contrat. Mais en fait cet affichage on le fait également pour les résidents les anciens résidents, pour que après, bien évidemment, ils le liront peut-être pas, mais nous, en tout cas, on est conforme aux obligations imposées par la loi. Après, c'est juste c'est juste pour que nous, on soit conforme, et de toute façon, pour les nouveaux résidents, les mentions sont intégrées dans les nouveaux contrats. Autre chose, ces éléments-là, est-ce qu'ils ont intégré les processus de système de management qualité ? Alors, on est en train on a fait ça de façon un petit peu dispersée jusqu'à maintenant, mais on est en train de travailler justement avec le système qualité pour que ce soit intégré de façon systématique concernant l'ensemble des processus. Donc là, ça va être beaucoup plus cadré. Par rapport à la vidéosurveillance, on nous a toujours dit qu'on ne peut pas installer des caméras dans les étages où il y a prise d'images des portes d'entrée des logements. Oui. Je sais qu'il y a des opérateurs qui les ont installés dans les étages en floutant les entrées des logements. Chez Qualia Pas chez Qualia. Ah oui, chez des opérateurs. Est-ce qu'on est dans la conformité, le respect de la conformité ou pas? Ah non, nous en fait, on a mis des petites, je ne sais pas si on envoie à peu près tous les 6 mois un petit mail à l'ensemble des RH et des RT pour rappeler ce qui est imposé par la loi. Et en fait, on ne peut pas filmer les portes des résidents. Donc après, si certains opérateurs le font, ok, mais le jour où ils auront un contrôle, ils risquent d'avoir une amende. Non, en fait, c'est l'inverse qu'expliquait M. Alouche. Certains opérateurs ont mis en place un système avec des caméras dans tous les étages, dans les escaliers, et avec une possibilité sur le système de flouter les portes des résidents. Ah oui. Ce qui leur permet de surveiller toute la résidence,
tous les coins de la résidence sans être hors la loi. Et d'autre part, moi j'en profite que j'ai pris le micro pour avoir une autre question. J'ai une réquisition de police pour avoir des images de vidéo sur le hall de la résidence, la caméra qui est en face de l'ascenseur et une caméra qui donne au rez-de-chaussée où j'ai des portes de résidents. Qu'est-ce que je fais ? De toute façon, on est quand même obligé de répondre à la réquisition de police, mais par contre, là, j'ai pas bien compris la caméra filme la porte des résidents. Oui, c'est le seul endroit dans la résidence où elle filme le couloir du rez-de-chaussée. On n'aurait pas dû le faire. D'accord, donc je pense pas que ça va poser de difficultés. Il vaut mieux donner de toute façon. Mais ensuite, il faudra veiller, effectivement, soit flouter la porte du résident, soit... Ouais. Nous ne sommes pas des installateurs des caméras. Hein. C'est le propriétaire qui a installé les caméras. Dans le cadre de la démolition et reconstruction de la résidence sociale. Alors, vous avez compris qu'on est dans... Vous avez compris qu'on est dans une réglementation qui évolue et qui s'appréhende avec difficulté parfois. On voit même d'ailleurs au fil de l'eau des gestionnaires qui se font prendre sur des choses qu'on n'avait pas obligatoirement pensé, qu'on était dans quelque chose qui était sensible. On ne va pas tout changer sur nos résidences du jour au lendemain. On ne va pas changer tout d'ailleurs dans Coalia du jour au lendemain. Je dirais que même que par rapport à la RGPD, vous êtes plutôt un peu chanceux parce que l'outil SALSA est déjà un outil qui permet de récupérer la donnée, de la sécuriser, d'y donner accès qu'à une partie des personnes, à des personnes qui sont habilitées à la consulter, alors qu'il y a des activités Coalia qui sont beaucoup plus en retard, je dirais, en termes d'outillage pour arriver à passer toutes ces étapes de la RGPD. Donc, évidemment, il y a certainement des questions sur les caméras. Là, on vous livre un cadre. Ça vous pose des questions par rapport à la réalité de vos sites, c'est le but. Et donc demain, il va falloir se réinterroger sur ces choses-là. Est-ce qu'il y a une autre question ? Concernant la vidéosurveillance, on est en train de faire un état des lieux des systèmes de vidéosurveillance sur Coalia pour essayer d'harmoniser un petit peu tout ça. Donc on va certainement vous solliciter, on vous a déjà sollicité, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait répondu. On va peut-être devoir faire, vous relancer. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer en fait qu'on harmonise les pratiques et qu'on soit le plus conforme possible. Oui, Eric, juste devant, et puis après, au fond. Une petite question. On se focalise beaucoup sur l'amélioration de l'outil, c'est très bien. Ok, l'outil c'est ça. Le problème c'est que moi j'en ai, mais je suis saturé par les problèmes récurrents de débit informatique, d'accès à SALSA. Quand les RH, et ils ont raison de le faire, me relancent mois après mois parce qu'ils n'ont pas d'accès SALSA, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis c'est la faute de SFR. Est-ce qu'on va en sortir un petit peu de cette affaire avec SFR ? Donc les problèmes de débit. Les problèmes de RH qui attendent des formations SALSA qui n'ont pas accès au patrimoine depuis plus d'1 an. Voilà, je pense qu'il faudrait aussi avoir... Alors, je tiens à préciser que lorsque je dis ça, c'est absolument pas une critique, même déguisée ni quoi que ce soit, vers les personnes qui travaillent d'arrache-pied sur la cellule informatique. Mais il y a peut-être un problème de dimensionnement à voir. En tout cas, moi, je ne peux pas entendre... Moi, je suis sur le terrain, je suis entre les RH et le siège. Je ne peux pas entendre pendant des mois, voire des années, que les débits, les flux sont insuffisants. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? Que SFR est incompétent, qu'on n'a pas assez de formation SALSA, que les paramétrages, on n'a pas le temps de les adapter, etc. Donc il y a des choses à faire aussi de ce niveau-là. Peut-être le micro, il y a une question au fond, à gauche. Eric, moi je te rejoins en tout cas sur un item. Il est sûr que le sens de l'évolution de la société va vers plus de numérique, plus d'outillage qui s'appuie sur Internet, plus de services Internet donnés à nos résidents. Et que là, on a des diversités sur le patrimoine géré par Coalia, qui est très important, et on peut le comprendre quand on est dans le cœur de Paris, ou au fond de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, je ne sais pas si le RH est dans la salle, eh bien voilà, on n'a pas les mêmes difficultés d'accès, pourtant c'est les Yvelines, on n'a pas les mêmes capacités d'accès à Internet. Et il y a des choses qui
évoluer dans ce sens, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. J'ai une question au niveau d'IRME RH. Dans Salsa, on a un endroit où on peut marquer des observations. Là-dessus, je mets, moi, personnellement, l'état de santé des personnes qu'il faut surveiller. Je mets les gens qui sont drogués, je mets les gens qui sont alcooliques, je mets les gens qui... J'ai un pédophile à surveiller. Non, mais quand même... Et tout ça, je n'ai pas le temps. Vu que le RH, quand on se remplace, on n'a pas le temps de faire une passation de consignes exactes, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai bien tout supprimé. Mais à un moment, quand on reçoit des rapports sociaux où on nous dit sort de prison pour tel motif, on l'a dans le papier. Et c'est important pour nos collègues qui nous remplacent. Alors, est-ce qu'on doit faire un fichier caché dans le coffre-fort et puis on le file aux collègues quand on part? Voilà, c'est compliqué. Alors, il n'y a pas de fichier caché, ça c'est sûr. Un sais, fichier, c'est un fichier. Non, mais ce que je propose, puisque vous avez l'air d'avoir des... On peut peut-être on peut peut-être travailler ensemble justement pour voir un petit peu les cas que vous avez et enrichir les pratiques nous on a déjà proposées et voir comment on peut... Parce que je sais très bien que c'est très difficile entre ce qui est imposé par la loi informatique et liberté et la réalité. Nous, l'idée, c'est qu'en fait les gens... les RH puissent continuer à faire leur travail, mais tout en respectant la loi informatique et liberté et le RGPD. Donc moi, je propose qu'on puisse regarder ensemble un petit peu ce que vous avez et puis qu'on puisse voir un peu comment procéder. Merci de cette proposition, Axel, parce que c'est bien la question, c'est aussi une démarche d'interrogation. Il y a plein d'informations, vous pensez qu'il est important qu'on les garde. Pour partie, vous avez raison. Pour partie, on pense que non. Donc s'interroger sur quelle est la donnée pertinente à garder, et aussi comment on l'inscrit. Parce que les cas que tu cites, c'est des cas qui peuvent être sur beaucoup des résidences Coalia, donc c'est quelque chose qui peut concerner beaucoup de responsables d'hébergement. Il y a une façon aussi d'aller écrire l'information et qui nous sécurise par rapport à la RGPD. Donc c'est très intéressant d'utiliser ton exemple en cas qui pourra servir après à plein d'autres. Merci Axel, merci Goumba. Oui, alors dans ce Flash Info, on voulait aussi vous faire un point sur l'aide spécifique. On vous en a parlé rapidement la dernière fois. C'est un dispositif qui se déploie actuellement. Et je crois que les prochaines quittances, sont déjà impactées de l'aide spécifique. Donc vous avez dû recevoir, en tout cas les responsables d'hébergement concernés, une petite note méthodologique, une petite affiche pour les résidents. Alors on parle beaucoup d'affiches, j'ai entendu que ce n'était pas obligatoirement un moyen de communication qui fonctionnait toujours. C'est vrai, pour l'instant c'est un peu le seul, normal, facile qu'on peut utiliser. Ce serait intéressant d'avoir votre réflexion dans les ateliers de l'après-midi justement sur ces supports de communication adaptés qu'on peut avoir pour les résidents. Tout d'abord, qui est-ce qui dans la salle sait qu'il est concerné par l'aide spécifique? Si vous pouvez lever la main. Je pense que vous êtes beaucoup plus en vrai. Alors, je vais faire un petit rappel quand même de qu'est-ce que c'est que l'aide spécifique. Très rapidement, et surtout sur quelle résidence elle s'applique ou sur quel foyer logement elle s'applique. Donc l'aide spécifique, c'est une aide d'État qui a été créée spécifiquement pour les résidences sociales. Et c'est une aide qui vient en remplacement du chèque énergie, qui est un chèque qui permet à tout un chacun de réduire sa facture énergétique. Mais pour pouvoir bénéficier de ce chèque énergie, il faut payer la taxe d'habitation, il faut être assujetti à la taxe d'habitation. Ce qui, dans beaucoup de nos résidences sociales, n'est pas le cas. Mais vous verrez qu'on a pas mal de cas qui sont un petit peu entre deux. Donc l'aide spécifique, elle a été créée pour les résidences sociales et pour les publics qui ne bénéficient pas du chèque énergie. À la différence du chèque énergie, elle n'est pas du tout calée sur la fiscalité de la personne. C'est un montant qui est forfaitaire et qui est donné pour tout le monde, quelles que soient ses ressources. C'est un montant qui fait 192 € par an. C'est la date de valeur de l'année. Il est possible que ce soit un montant qui évolue les années suivantes en fonction de la politique d'État. Donc c'est un montant qui va s'appliquer sur chaque redevance, sur chaque quittancement de chaque résident. Vous en verrez pas trop, j'en avais parlé la dernière fois, l'objectif dans le traitement de cette aide spécifique, c'était que vous, responsables d'hébergement, vous ayez le moins de manipulation possible à faire. Donc c'est quelque chose qui s'est traité directement de par le siège,
avec la DSI, avec les DR, avec la comptabilité, pour sélectionner la liste des résidences qui pouvaient bénéficier de l'aide spécifique. Et donc on parle bien de résidences sociales et de résidences sociales conventionnées à l'APL. Donc tous ceux qui sont sur les foyers de travailleurs migrants qui n'ont pas été transformés, il n'y a pas d'aide spécifique qui pourra se mettre en place. Par contre, pour toutes les autres, à quelques détails près, j'y reviendrai, il y a toujours des détails, il y aura une sous-facturation au final, une réduction de la quittance du fait de l'aide spécifique. Cette aide spécifique qui va apparaître sur la prochaine quittance, donc vous, normalement, les prochains quittances qui vont arriver, vous les avez d'ailleurs peut-être déjà reçus, on me dit que oui. Normalement, vous avez une moins-value mensuelle qui est égale à 192 € divisé par 12, c'est-à-dire 15,20 €. Donc chaque résident qui paye sa redevance, le prochain mois, il va avoir une réduction de 15,20 €. Plus un rattrapage, puisque l'aide spécifique court normalement à partir de mars ou avril, la date à laquelle on a fait la demande d'aide spécifique pour l'ensemble des résidences sociales Coalia. Et donc, pour le mois à venir, eh bien, il va y avoir ces 15,20 € multipliés par le nombre de mois entre mars et aujourd'hui. Et puis le prochain quittancement, il y aura juste 15,20 € qui apparaîtra sur la quittance. C'est bien une moins-value. Après, on va passer dans un système de vitesse de croisière et normalement, vous aurez perpétuellement 15,20 € de déduction sur la redevance plafond, celle qui est dans la convention APL. Alors réactualisée, celle que vous avez dans la base SALSA, la redevance facturable. Eh bien, la redevance qui sera vraiment facturée aux résidents, ce sera la redevance facturable moins ces 15,20 €. Alors peut-être certains vous les ont vus sur les quittances et d'autres ne les ont pas vus. Si vous ne les avez pas vus, plusieurs cas, soit vous n'êtes pas une résidence sociale conventionnée à l'APL, vous êtes un foyer de travailleurs migrants, et dans ces cas-là, vous n'y aurez pas droit, et donc c'est normal que vous ne le voyez pas. Soit, quelques cas, il y a quelques résidences qui n'ont pas encore été prises en compte par l'agence qui se charge de donner l'aide spécifique. Et donc il y a encore un travail avec la comptabilité pour aller inscrire quelques nouvelles résidences. On pourra d'ailleurs peut-être vous en diffuser la liste de ces résidences. Vous l'avez reçue, parfait. Et puis il y a une autre question qui sont sur les résidences sociales conventionnées à l'APL qui ont des chambres à lits multiples. Et qui, avec le principe de facturation aujourd'hui, nous empêchent de prendre en compte cette aide spécifique. Donc ça aussi, c'est des résidences qui certainement, on continue de travailler avec la DSI sur cette question et on verra comment dans un deuxième temps on est capable de mettre en place cette aide spécifique. Donc voilà, la logique c'est que dans les résidences sociales, et particulièrement pour les résidents qui sont là au long cours, eh bien, il y aura une déduction de 15,20 € tous les mois, tant que l'aide spécifique n'est pas revalorisée, une déduction de 15,20 € par mois sur la redevance. Alors il va quand même y avoir quelques exceptions. On l'avait vu, c'est qu'on a des résidences sociales conventionnées à l'APL, où soit vous avez un nouvel entrant, et ce nouvel entrant, il était assujetti à la taxe d'habitation dans son précédent logement, et donc il a reçu un chèque énergie, et il peut payer la redevance avec ce chèque énergie, c'est son droit. Dans certains cas, le chèque énergie, d'ailleurs, est supérieur aux 192 € qu'on pourrait impacter, nous, dans le cumul de l'année de l'aide spécifique. Dans certains cas, il est inférieur à ces 192 €. Donc si vous avez un résident qui a un chèque énergie et qui souhaite payer avec, il peut y avoir un intérêt à le conseiller en fonction du montant du chèque et en lui disant « tu as peut-être plutôt intérêt à payer avec ton chèque énergie parce qu'il est supérieur à ce que nous, on te déduirait au travers de l'aide spécifique » ou peut-être à lui dire « peut-être essaye de garder ton chèque énergie pour autre chose parce que l'aide spécifique, elle est plus à ton avantage. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que si quelqu'un paye avec un chèque énergie, pendant 1 an, le logement ne pourra plus bénéficier de l'aide spécifique, même si on change de locataire. Donc c'est très important ça, hein. Ça veut bien. Alors, ce ne sont pas des cas majoritaires a priori, mais on sait qu'il y a quelques résidences qui sont concernées, où tout le monde d'ailleurs ne reçoit pas un chèque énergie, mais une partie des résidents en reçoivent. Il y a certainement un petit problème dans la base de données des services fiscaux qui font qu'il y a des personnes qui vont quand même recevoir le chèque énergie. Vous avez un devoir de conseil avec le résident sur ce chèque énergie pour savoir si pour la personne c'est plus intéressant de payer avec ou plutôt de conserver le bénéfice de l'aide spécifique. On vous a envoyé des affiches, on vous a envoyé une note, j'espère que c'était suffisamment clair. Surveillez vos quittancements pour le mois qui vient, puisque comme ça vous allez savoir si vous relevez de l'aide spécifique ou pas, en tout cas si vous relevez de cette première groupe de résidences qu'on en a impacté.
Et si vous avez une difficulté, surtout, vous n'hésitez pas à la faire remonter pour qu'on puisse essayer de la régler. Je vois qu'il y a Bertrand qui a une question au fond de la salle. Je sais qu'il est concerné d'ailleurs par aide spécifique et chèque énergie sur sa résidence. Donc Bertrand Lemano, Paris-Tolbiac. J'ai eu une expulsion mercredi dernier, une expulsion locative. Une personne qui avait plus de 20 000 euros de dette, qui n'avait pas payé depuis 18 mois. J'ai fait sa sortie, il a bénéficié de l'aide spécifique. Est-ce que c'est normal ? L'aide spécifique, elle est versée via le gestionnaire, elle est versée à la personne. Donc c'est bien une aide à la consommation d'énergie. Hein. Et vous savez que dans la redevance est inclus l'ensemble des frais de chauffage, d'eau chaude, etc., donc l'énergétique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un système particulier qui s'est mis en place pour les résidences sociales, puisque sinon les personnes qui auraient bénéficié d'un chèque énergie, ils n'auraient pas été capables de payer une facture énergétique avec. Donc oui, c'est une aide à la personne. Il est normal que la personne en bénéficie et que donc ça abaisse un petit peu sa dette quelque part. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'aide spécifique? Ou sur les chèques énergie, si vous en avez touché? Attendez, on va donner le micro, sinon on n'aura pas votre question à la caméra. Monsieur Anne Moussa, responsable d'hébergement Arbiste. C'est juste une question. Moi, il y a un an, en 2018, j'ai reçu beaucoup de chèques d'énergie sur mon site. Et cette année, j'ai aucun chèque. Est-ce que ça a une corrélation ou il y a quelque chose à faire ou juste attendre et voir le quittancement? Alors, je pense que dans la base de données des services fiscaux, il peut y avoir des variations qui font qu'à un moment, ils considèrent qu'une résidence est assujettie à la taxe d'habitation. Et puis, l'année suivante, peut-être d'ailleurs parce qu'il y a un dégrèvement qui est proposé par le siège, qu'on envoie les exonérations, et bien d'un coup, cette résidence, pour les services fiscaux, elle ne relève plus de la taxe d'habitation. Et donc, ça veut dire qu'ils ont pu envoyer des chèques énergie aux personnes à un moment, et l'année suivante, ne plus en envoyer, considérant que nous ne relevons pas de la taxe d'habitation. Là-dessus, c'est quelque chose sur lequel Coalia n'a pas la main. C'est vraiment les services fiscaux, en fonction de leur base de données, qui décident d'envoyer ou de ne pas envoyer des chèques énergie. Alors, il y avait la possibilité de payer jusqu'au mois de mars, je crois encore, la redevance avec les chèques énergie de l'année précédente. Voilà. Aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité d'encaisser des chèques énergie 2018. Hein. Très bien. Écoutez, merci que ce soit clair, c'est un plaisir. Je voulais aussi utiliser ce flash info pour vous parler du réseau des responsables d'hébergement. Ça fait environ un an à la DHLA qu'on essaye de couvrir l'ensemble des périmètres métiers de Coalia, et entre autres du logement accompagné, parce qu'on a appelé des réseaux. L'idée, c'était, entre autres, d'enrichir la communication qu'on pouvait avoir sur le métier entre les conseillers techniques de la DHLA, Séverine Etchessar, Valérie Roussel, et puis vous, qui au quotidien êtes sur les résidences, êtes sur les pensions de famille, êtes sur les résidents jeunes. Alors pour augmenter cette communication, vous avez dû le voir, il y a un an, on a sorti une newsletter, qu'on a appelée la newsletter du logement accompagné, qui sort à peu près à un niveau trimestriel. J'espère que vous la recevez tous. Si vous ne la recevez pas, envoyez-nous un mail à la DHLA qu'on puisse vous inclure dans la liste de diffusion. L'objectif, évidemment, de cette newsletter, c'est de vous tenir au courant rapidement des actualités du métier du logement accompagné, donc de ce qui se passe sur les résidences sociales, sur les pensions de famille, des évolutions réglementaires, des évolutions de redevances quand on les connaît, enfin de choses qui nous semblent être intéressantes par rapport au métier que vous faites au quotidien. Alors cette newsletter, elle était intéressante, mais elle était un petit peu limitée pour essayer de travailler des choses un petit peu plus dans le dur, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir à la fois faire de l'harmonisation de pratiques, comprendre quelles étaient vos difficultés les plus importantes et comprendre comment on allait pouvoir les résoudre avec des outils, avec des notes, avec de la communication, avec tout ce qui était à notre disposition. On a créé, il y a à peu près un an, un réseau des pensions de famille et des résidences accueil qui se réunit tous les 3 mois, et puis un réseau des résidences jeunes.
On a commencé par ces deux types de résidences sociales parce que ce sont celles qui sont le moins importantes en termes de nombre à Coallia. Et donc on pouvait avoir des responsables d'hébergement ou des hôtes qui se retrouvaient un petit peu isolés sur l'unité territoriale. Il y avait juste une résidence jeune parmi d'autres résidences sociales plus classiques de Coallia. Il y avait une pension de famille parmi d'autres résidences sociales. Et donc il nous avait semblé intéressant de pouvoir vraiment réunir l'ensemble de ces hôtes ou de ces responsables d'hébergement au siège pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils puissent discuter entre eux, pour qu'au final ils se sentent un peu moins seuls, qu'ils puissent facilement repérer là où ils pourraient retrouver de la ressource, se dire je prends mon téléphone et j'appelle mon collègue que j'ai rencontré dans la journée parce que j'ai telle question et je sais que là-dessus il est compétent. Et puis pour essayer de construire ensemble un petit peu ce que va être le métier, au final votre métier demain. C'est des groupes qui ont l'air de plutôt bien fonctionner en tout cas et d'avoir l'adhésion des responsables d'hébergement et des autres qui y participent. Et donc un petit peu dans la foulée de ces journées professionnelles, on s'est dit il nous faut aussi un réseau des responsables d'hébergement, au sens très large. Alors la difficulté c'est que vous êtes beaucoup, et on n'est pas en capacité de vous réunir tous, évidemment, tous les 2 ou tous les 3 mois pour discuter en mode groupe de travail de qu'est-ce qui pourrait se faire demain pour votre métier. Donc on a fait un choix avec Séverine, qui est de dire on prend un responsable d'hébergement par UT, et c'est lui qui va participer au groupe de travail. Donc on a une vingtaine de responsables d'hébergement qui se réunissent tous les 2-3 mois au siège pour discuter de qu'est-ce que va être le métier de RH demain, quelles sont les difficultés d'aujourd'hui, comment on va pouvoir les traiter demain, pour réfléchir aussi à l'organisation de ces journées professionnelles qui au final sont un petit peu la conséquence du travail qui s'est réalisé pendant les mois précédents et donc aussi avec ce réseau des responsables d'hébergement. Je voulais vous en parler parce que, j'ai envie de vous citer les noms de ces RH que je remercie pour le temps qu'ils donnent pour pouvoir faire ce travail, mais aussi parce qu'à notre sens, ils ont un rôle particulier dans l'organisation de vos unités territoriales. Ce responsable d'hébergement, que nous on appelle un petit peu référent, en tout cas particulier, qui participe à ce réseau des RH, eh bien, il va avoir de la ressource, de l'information, qui sera soit sur des thèmes particuliers, soit sur le prospectif, sur ce qu'on veut faire demain. Et on pense que c'est intéressant qu'il puisse aussi le partager avec vous tous, sur vos UT. Parce qu'on n'est pas en train de dire que ce référent RH, c'est lui qui sait tout. D'ailleurs, on ne l'a pas choisi parce que c'était le meilleur ou le plus compétent, plutôt parce qu'il était volontaire pour le faire. Mais ça nous semble important que les thèmes de discussion qui sont prévus dans le cadre de ces réseaux RH, ils puissent aussi redescendre à votre niveau et que vous puissiez y participer. Que vous puissiez donner vos avis, vos idées à ce RH pour que lui puisse nous les faire remonter dans le cadre du réseau et que ça influence évidemment tous les travaux qu'on fait. On le voit là dans les questions que vous avez sur les thèmes du groupe de travail qui sont très intéressantes et on va regarder comment on peut les prendre. C'est un petit peu le même principe avec le réseau des RH. Hélas, non, j'ai pas fait la comptabilité de la parité. Mais je sais que certains cherchent des femmes pour d'autres items, il y a peut-être à prendre. Alors je vais vous dire. Pour les Hauts-de-Seine, c'est Ludovic Aboudaram. Il n'est pas là. Si vous êtes l'occasion d'être là, levez-vous peut-être, c'est intéressant. Désolé de vous mettre qu'en avant comme ça sans vous en avoir parlé. Mais merci pour le travail que vous faites avec nous. Bertrand Alemano à Paris. Antonella Aubin en Seine-Saint-Denis. Brigitte Ballester dans l'Oise. Katie Cherki en Seine-Maritime. Solange Crampon dans la Somme. Mathilde Deloge en Côte d'Or. Bilguis Diallo dans les Yvelines. Fatima Tadramé, Seine-Saint-Denis. Rodolphe Dervé, Ille-et-Vilaine. Isabelle Zerbib dans le Val-de-Marne. Ibrahim Akane, Val-de-Marne, Essonne. Kossi Koubeadjo, désolé pour le nom, Seine-et-Marne. Alors, Anita Navarro et Malvina peut-être pour, excusez-moi, pour Poitiers. Magali Thoman pour Lyon. Carlos Volosine pour l'Aisne. Et Cyrine Yayaoui pour le Val d'Oise. Et donc j'ai l'impression qu'on a plus de femmes que d'hommes, pour le coup, sur la liste.
Encore merci à vous. On tient vraiment à ces réseaux, nous, pour mieux comprendre vos difficultés, qu'on soit capable d'y trouver des solutions tous ensemble. C'est aussi l'objet de ces journées professionnelles et c'est pour ça qu'on a essayé de faire des ateliers pour cet après-midi. Est-ce que vous avez une question peut-être ou deux sur ce réseau? Oui. Juste sur la liste des UT, il manque l'UT Loiret, Loiret-Cher pour le référent. Alors en effet, je pense qu'au moment où on a créé le réseau, on était dans l'absence des DUT, qui a fait que c'est quelque chose qui... On va en parler à Marie-Laure pour que ça se mette en place. Totalement. Pas d'autres questions? Bon, je le rappelle, n'hésitez pas. Je sais que les DUT organisent, autant qu'ils peuvent le faire, des réunions avec les RH. Et on pense que ce serait intéressant d'avoir à chaque fois un petit moment sur ce qui a pu se passer dans le réseau, si tout ça est lié en date, pour que vous puissiez aussi communiquer autour de ce réseau et nous faire remonter toutes vos idées et tous vos avis. Et puis pour la suite, on commence à rentrer vraiment dans le cœur du sujet, la communication avec le résident, même si vous avez vu que sur certains points, on avait commencé déjà à approcher un petit peu le thème. Alors cette communication avec le résident, on ne pouvait pas vous en parler sans parler en premier lieu du conseil de concertation.